maladie tropicale. L'invasion du jour J, le 6 juin 1944. Pour vaincre le nazisme et le fascisme, les Alliés envahissent le territoire européen occupé par les nazis. Les Canadiens participent à la libération de l'Italie de 1943 à 1944. Le 6 juin 1944, date connue sous le nom de jour J, prenant part dans le nord de la France à l'invasion épique de la Normandie, 15 000 soldats canadiens se lancent à l'assaut de la plage Junot et l'arrachent à l'armée allemande, une grande réalisation nationale. Ce jour-là, environ un soldat allié sur 10 est canadien. L'armée canadienne libère les Pays-Bas de 1944 à 1945 et c'est en partie grâce à elle que les Allemands sont forcés de se rendre le 8 mai 1945, mettant ainsi fin à 6 années de guerre en Europe. Vignette. Image d'une peinture d'Orville Fisher avec un extrait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens prennent la plage Junot le 6 juin 1944, jour J, au cours de l'invasion alliée en Normandie. La Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale débute en 1939, quand Adolf Hitler, le dictateur national-socialiste, nazi, de l'Allemagne, envahit la Pologne et conquiert une grande partie de l'Europe. Le Canada s'unit à ses alliés démocratiques pour combattre et vaincre cette tyrannie par la force des armes. Plus d'1 million de Canadiens et de Terre-Neuviens, Terre-Neuve est à l'époque une entité britannique distincte, participent à la Seconde Guerre mondiale, soit une proportion élevée de la population de 11,5 millions d'habitants, et de ce nombre, 44 000 sont tués. Les Canadiens combattent bravement et subissent des pertes dans la défense infructueuse de Hong Kong en 1941, attaqué par l'Empire du Japon, et dans un raid raté contre les nazis à Dieppe, sur la côte française en 1942. L'Aviation royale du Canada participe à la bataille d'Angleterre et fournit bon nombre des membres d'équipage du Commonwealth pour les bombardiers et les chasseurs en Europe. Le Canada contribue plus que tout autre pays du Commonwealth à l'effort aérien des Alliés. En effet, plus de 130 000 membres d'équipage alliés sont formés au Canada dans le cadre du programme d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. La Marine royale du Canada connaît son moment de gloire dans la bataille de l'Atlantique, alors qu'elle protège des convois de navires marchands contre les sous-marins allemands. La Marine marchande du Canada aide à nourrir, à vêtir et à réapprovisionner la Grande-Bretagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Canada dispose de la 3e marine en importance au monde. Durant la guerre du Pacifique, le Japon envahit les îles Aleutiennes, attaque un phare sur l'île de Vancouver, lance des ballons piégés au-dessus de la Colombie-Britannique et des prairies et maltraite gravement des prisonniers de guerre canadiens capturés à Hong Kong. Le Japon capitule le 14 août 1945, mettant ainsi fin à 4 années de guerre dans le Pacifique. Malheureusement, compte tenu de l'état de guerre et sous la pression de l'opinion publique en Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral déplace contre leur gré de nombreux Canadiens d'origine japonaise et procède à la vente de leurs biens sans les compenser, même si l'armée et la gendarmerie royale du Canada soutiennent que ces personnes présentent peu de danger pour le pays. En 1988, le gouvernement du Canada a présenté ses excuses aux Canadiens d'origine japonaise pour les torts causés en temps de guerre et a indemnisé les victimes. Le Canada moderne. Commerce et croissance économique. Le Canada d'après-guerre connaît une prospérité record et d'importants progrès. Des traités comme l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce, permettent d'assouplir les politiques commerciales restrictives appliquées partout dans le monde pendant la Grande Dépression. La découverte de gisements de pétrole en Alberta en 1947 lance l'industrie énergétique moderne du Canada. En 1951, pour la première fois, une majorité de Canadiens peuvent se nourrir, se loger et se vêtir de manière adéquate. Entre 1945 et 1970, le Canada se rapproche des États-Unis et d'autres partenaires commerciaux, et l'économie canadienne devient l'une des plus florissantes parmi les nations industrialisées. Aujourd'hui, le niveau de vie des Canadiens, maintenu par leur travail acharné et leurs échanges commerciaux avec d'autres pays, notamment les États-Unis, est l'un des plus élevés du monde. Plus la prospérité du Canada grandit, plus croît sa capacité de soutenir ses programmes d'aide sociale. On adopte la loi canadienne sur la santé, qui garantit des éléments communs et une norme de protection de base. Le gouvernement fédéral crée en 1940 l'assurance chômage, maintenant appelée assurance emploi.
Le programme de la sécurité de la vieillesse remonte à 1927. Le régime de pension du Canada et le régime des rentes du Québec existent depuis 1965. De plus, les provinces et les territoires offrent une éducation subventionnée par l'État. Vignette. Image d'une chercheuse médicale. Image de Toronto avec un extrait. Le quartier des affaires à Toronto est aussi la capitale financière du Canada. Engagement international. Comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays, le Canada devient progressivement de plus en plus autonome et est maintenant en mesure de faire des contributions considérables à l'échelle internationale. La guerre froide débute quand plusieurs pays libérés de l'Europe de l'Est deviennent membres d'un bloc communiste contrôlé par l'Union soviétique sous la dictature de Joseph Staline. Le Canada s'unit à d'autres pays démocratiques de l'Occident pour former l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou l'OTAN, une alliance militaire, et aux États-Unis pour créer le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou le NORAD. Le Canada devient membre d'organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, ou l'ONU. Il participe à l'opération de l'ONU en vue de défendre la Corée du Sud dans la guerre de Corée de 1950 à 1953, avec un bilan de 500 morts et de 1000 blessés. Il prend aussi part à de nombreuses missions de maintien de la paix de l'ONU dans des pays aussi divers que l'Égypte, Chypre et Haïti, ainsi qu'à d'autres opérations internationales de sécurité, notamment en ex-Yougoslavie et en Afghanistan. Le Canada et le Québec. Durant les années qui suivent la guerre, les Canadiens français s'épanouissent sur le plan tant social que culturel. Les années 1960 sont au Québec une époque de changement rapide, appelée la Révolution tranquille. Beaucoup de Québécois cherchent à se séparer du Canada. En 1963, le Parlement établit la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui aboutit à l'adoption de la Loi sur les langues officielles de 1969, garantissant des services offerts en français et en anglais par le gouvernement fédéral partout au Canada. En 1970, le Canada participe à la création de la francophonie, une association internationale de pays francophones. Le mouvement pour la souveraineté du Québec prend de l'ampleur, mais il est défait lors d'un référendum organisé dans la province en 1980. Après beaucoup de négociations, en 1982, la Constitution est modifiée sans l'accord du Québec. Même si le mouvement pour la souveraineté est défait une fois de plus lors d'un second référendum en 1995, l'autonomie du Québec dans le Canada suscite encore des débats à l'heure actuelle et anime en partie la dynamique qui continue de façonner notre pays. Une société en évolution. Avec l'évolution des valeurs sociales pendant plus de 50 ans, le Canada devient une société plus souple et plus ouverte. Beaucoup profitent de l'élargissement des possibilités d'études secondaires et postsecondaires et de plus en plus de femmes deviennent des travailleuses professionnelles. La plupart des Canadiens d'origine asiatique s'étaient vus refuser dans le passé le droit de voter aux élections fédérales et provinciales. Mais les derniers d'entre eux à ne pas posséder ce droit, les Canadiens d'origine japonaise, finissent par l'obtenir en 1948. Les Autochtones, quant à eux, acquièrent le droit de vote en 1960. Aujourd'hui, tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans peuvent voter. Le Canada accueille des milliers de réfugiés fuyant l'oppression communiste, dont environ 37 000 ayant échappé à la tyrannie soviétique en Hongrie en 1956. Avec la victoire communiste de 1975 à la fin de la guerre du Vietnam, beaucoup de Vietnamiens fuient et plus de 50 000 d'entre eux cherchent asile au Canada. L'idée du multiculturalisme, résultat de l'immigration des 19e et 20e siècles, prend un nouvel élan. Dès les années 1960, le tiers des Canadiens ont une origine autre que britannique ou française et sont fiers de conserver leur culture distincte dans la mosaïque canadienne. De nos jours, la diversité enrichit la vie des Canadiens, surtout dans nos villes. Vignette. Image de Canadiens d'origine vietnamienne et d'un F-86 Sabre de l'Aviation royale du Canada. Les arts et la culture au Canada. Les artistes canadiens ont une longue histoire de réalisation qui font la fierté de leurs concitoyens. Originaires de toutes les régions, ils reflètent et définissent notre culture et nos formes d'expression créatrices et atteignent la renommée, à la fois chez nous et à l'étranger. Les Canadiens contribuent d'une manière importante à la littérature anglophone et francophone. Les romanciers, les poètes, les historiens, les éducateurs et les musiciens ont une influence considérable sur la culture. Parmi les hommes et les femmes de lettres, citons Stephen Leacock, Louis Aymon, Sir Charles G.D. Roberts, Pauline Johnson, Émile Nelligan,
Robertson Davies, Margaret Lawrence et Mordecai Richler. Des musiciens comme Sir Ernest Macmillan et Healy Willan sont connus au Canada et dans le monde entier. Des écrivains comme Joe Kogawa, Michael Ondaatje et Rohinton Mistry diversifient le paysage littéraire canadien. Dans les arts visuels, le Canada est peut-être davantage connu historiquement pour le Groupe des Sept, fondé en 1920 et à l'origine d'un style de peinture cherchant à reproduire les paysages sauvages accidentés. Emily Carr peint les forêts et les vestiges autochtones de la côte ouest. Les automatistes du Québec, notamment Jean-Paul Riopelle, sont des pionniers de l'art moderne abstrait dans les années 1950. Louis-Philippe Hébert du Québec est un célèbre sculpteur de grands personnages historiques. Kenoyu Kashievak jette pour sa part les fondations de l'art inuit moderne par ses gravures, ses estampes et ses sculptures en pierre de savon. Avec son réseau de théâtres régionaux et ses troupes artistiques de renommée internationale, le Canada se taille une réputation solide et durable dans le monde des arts de la scène. Les films de Denis Arcand connaissent du succès au Québec et à travers le pays, en plus de remporter des prix internationaux. Les réalisateurs Norman Jewison et Adam Egoyan sont d'autres grands noms du cinéma canadien. Les productions télévisées canadiennes font de nombreux adeptes. Vignette. Image du Cirque du Soleil et de la peinture de Tom Thompson, intitulée « Le Pain ». Le Canada se distingue aussi dans les sports, tant amateurs que professionnels, et toutes les provinces et tous les territoires produisent des athlètes étoiles, ainsi que des médaillés olympiques. C'est le Canadien James Naismith qui invente le basketball en 1891. On trouve des Canadiens talentueux dans beaucoup de ligues majeures, et les équipes canadiennes de hockey sur glace, sport national du Canada, dominent le monde. Donovan Bailey établit un record mondial et obtient 2 médailles d'or en course de vitesse aux Jeux olympiques d'été de 1996, tandis que Chantal Petitclerc devient championne paralympique mondiale à la course en fauteuil roulant. L'un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps, Wayne Gretzky, joue pour les Oilers d'Edmonton de 1979 à 1988. En 1980, Terry Fox, un Britanno-Colombien qui a perdu sa jambe droite à la suite d'un cancer à l'âge de 18 ans, commence une course à travers le pays, intitulée le Marathon de l'Espoir, afin d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Il devient un héros pour les Canadiens. Malheureusement, il ne réussit pas à terminer sa traversée et il perd finalement sa bataille contre le cancer. Mais son histoire se poursuit grâce à des marathons annuels de collecte de fonds qui portent son nom. En 1985, un autre Britanno-Colombien, Rick Hansen, fait le tour du globe en fauteuil roulant afin de recueillir des fonds pour la recherche sur la moelle épinière. Les découvertes scientifiques et technologiques du Canada sont réputées internationalement et changent la façon dont le monde communique et fait des affaires. Marshall McLuhan et Harold Innis sont des penseurs avant-gardistes. Le Canada est reconnu par les autres pays pour son excellence en sciences et en recherche, et des étudiants, chercheurs et entrepreneurs de calibre international y viennent pour réaliser leurs travaux de recherche en médecine, en télécommunications et dans d'autres domaines. Depuis 1989, l'Agence spatiale canadienne et les astronautes canadiens participent à l'exploration spatiale, utilisant souvent de bras robotiques conçus et construits par des Canadiens. Gerhard Herzberg, un réfugié de l'Allemagne nazie, John Polanyi, Sidney Altman, Richard E. Taylor, Michael Smith et Bertram Brockhouse, des scientifiques canadiens, remportent le prix Nobel. Vignette. Image de Donovan Bailey, Chantal Petitclerc, Terry Fox et Wayne Gretzky. Image de Mark Tewksbury avec un extrait. Mark Tewksbury, médaillé olympique d'or et militant de premier plan pour les gays et lesbiennes du Canada. Image de Paul Henderson avec un extrait. En 1972, Paul Henderson a marqué le but gagnant pour le Canada dans le cadre de la série du siècle Canada-URSS. Aujourd'hui, on surnomme ce but le but du siècle, et il est resté gravé dans la mémoire collective en tant qu'événement important de l'histoire sportive et culturelle. Image de Katrina Le Maydon avec un extrait. Katrina Le Maydon qui porte le drapeau après avoir gagné une médaille d'or en patinage de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2002. Image d'une partie de football avec un extrait. Le football canadien est un jeu populaire qui diffère à plusieurs égards du football américain. Les équipes professionnelles de la Ligue canadienne de football, LCF, s'affrontent dans le cadre d'un championnat pour remporter la Coupe Grey, offerte par le gouverneur général Lord Grey en 1909. Grande découverte et invention canadienne. Beaucoup de Canadiens ont fait de grandes découvertes et inventions.
Certains des plus célèbres sont énumérés ci-dessous. Alexander Graham Bell a eu l'idée du téléphone dans sa maison d'été au Canada. Joseph Armand Bombardier invente la motoneige, un véhicule léger pour l'hiver. Sir Sandford Fleming invente le système mondial des fuseaux horaires. Matthew Evans et Henry Woodward inventent ensemble la première ampoule électrique et vendent le brevet à Thomas Edison, qui la commercialise et passe à l'histoire. Reginald Fessenden contribue à l'invention de la radio en envoyant le premier message vocal sans fil dans le monde. Le Dr. Wilder Penfield était un neurochirurgien d'avant-garde à l'Université McGill à Montréal et on l'appelait le plus grand Canadien vivant. Le Dr. John A. Hopps invente le premier stimulateur cardiaque, utilisé aujourd'hui pour sauver la vie de personnes atteintes de problèmes cardiaques. Spar Aérospatial et le Conseil national de recherche inventent le Canadarm, un bras robotique utilisé dans l'espace. Mike Lazaridis et Jim Balsillie de Research in Motion, une société de communication sans fil reconnue pour son invention la plus célèbre, l'appareil BlackBerry. Vignette, image d'une innovation scientifique canadienne au travail, le Canadarm 2. Image de Sir Frederick Banting avec un extrait. Sir Frederick Banting de Toronto et Charles Best découvrent l'insuline, une hormone permettant de traiter le diabète, et sauve ainsi 16 millions de personnes dans le monde. Vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Canada? Visitez un musée ou un lieu historique national. Au moyen d'objets historiques, d'œuvres d'art, de récits, d'images et de documents, les musées explorent les événements et les réalisations qui ont façonné l'histoire du Canada. Vous pouvez trouver un musée dans presque toutes les villes du Canada, et chaque province et territoire compte des lieux historiques nationaux, qu'il s'agisse de champs de bataille, de sites archéologiques, d'édifices ou de lieux sacrés. Pour trouver un musée ou un lieu historique national dans votre région, consultez les sites web du Musée virtuel du Canada et de Parc Canada, dont l'adresse figure à la fin du présent guide. Pour que le Canada demeure un pays prospère et diversifié, il faut que tous les Canadiens collaborent pour relever les défis de l'avenir. En effectuant les démarches pour obtenir la citoyenneté canadienne, vous cherchez à intégrer un pays qui, grâce à votre participation active, continuera de grandir et de prospérer. Quelle sera votre contribution au Canada? Les Canadiens et leur système de gouvernement. 3 faits principaux caractérisent le système de gouvernement du Canada. Notre pays est un État fédéral, une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle. Vignette. Image de la reine Élisabeth II ouvrant la 23e législature du Canada en 1957. Image de la colline du Parlement à Ottawa. L'État fédéral. Il y a un gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des administrations municipales au Canada. Les responsabilités du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux ont été définies en 1867 dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, maintenant connu sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867. Dans notre État fédéral, le gouvernement fédéral assume la responsabilité des affaires de portée nationale et internationale, entre autres de la défense, de la politique étrangère, du commerce et des communications entre les provinces, de la monnaie, de la navigation, du droit criminel et de la citoyenneté. Les provinces sont responsables des municipalités, de l'éducation, de la santé, des ressources naturelles, de la propriété et des droits civils, ainsi que des autoroutes. Le gouvernement fédéral et les provinces se partagent la responsabilité de l'agriculture et de l'immigration. Le fédéralisme permet aux différentes provinces d'adopter des politiques adaptées à leur population et de mettre à l'essai de nouvelles idées et politiques. Chaque province a sa propre assemblée législative élue, comme la Chambre des communes à Ottawa. Les 3 territoires du Nord, qui ont de petites populations, n'ont pas le statut de province, mais leur gouvernement et leurs assemblées exécutent bon nombre des mêmes fonctions. La démocratie parlementaire. Dans la démocratie parlementaire du Canada, la population élit les députés de la Chambre des communes à Ottawa, ainsi que des assemblées législatives provinciales et territoriales. Ces représentants sont chargés d'adopter les lois, d'approuver et de surveiller les dépenses et de veiller à ce que le gouvernement soit responsable. Les ministres du cabinet sont responsables devant les représentants élus, c'est-à-dire qu'ils doivent conserver la confiance de la Chambre et doivent démissionner s'ils sont défaits à l'issue d'un vote de censure. Le Parlement comprend 3 parties, le souverain, la reine ou le roi, le Sénat et la Chambre des communes.
Les assemblées législatives provinciales sont constituées du lieutenant-gouverneur et de l'assemblée élue. Dans le gouvernement fédéral, le premier ministre choisit les ministres du cabinet et il est responsable des activités et des politiques du gouvernement. La Chambre des communes est la Chambre des représentants, composée de députés élus par la population, traditionnellement tous les 4 ans. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur recommandation du premier ministre et restent en poste jusqu'à l'âge de 75 ans. La Chambre des communes et le Sénat examinent et révisent les projets de loi, qui sont des propositions de nouvelles lois. Aucun projet de loi ne peut devenir une loi au Canada avant d'avoir été adopté par les 2 chambres et d'avoir obtenu la sanction royale, accordée par le gouverneur général au nom du souverain. Vivant dans une démocratie, les citoyens canadiens ont le droit et la responsabilité de participer à la prise des décisions qui les touchent. Il est important pour les Canadiens âgés de 18 ans ou plus de participer à leur démocratie en votant aux élections fédérales, provinciales ou territoriales et municipales. Voici les étapes du processus législatif au Canada ou de la façon dont un projet de loi devient loi. La première étape s'appelle la première lecture. On considère que le projet de loi est lu une première fois et il est imprimé. La deuxième étape s'appelle la deuxième lecture. À cette étape, les députés débattent du principe du projet de loi. L'étape 3 est celle de l'étude en comité. À cette étape, les membres du comité examinent le projet de loi article par article. L'étape 4 est celle du rapport. À cette étape, les députés peuvent ajouter d'autres amendements au projet de loi. L'étape 5 est celle de la troisième lecture. À cette étape, les députés débattent du projet de loi et votent. L'étape 6 est celle du Sénat. Le projet de loi suit un processus similaire au Sénat. L'étape 7 s'appelle la sanction royale. Le projet de loi, qui est accepté par les 2 chambres, reçoit alors la sanction royale. La monarchie constitutionnelle. Le Canada étant une monarchie constitutionnelle, son chef d'État est un souverain héréditaire, une reine ou un roi, qui règne conformément à la Constitution, soit à la primauté du droit. Le souverain fait partie du Parlement et joue un rôle important, non partisan en tant que figure centrale de la citoyenneté et de l'allégeance, d'une manière plus visible lors des visites royales au Canada. Sa Majesté est le symbole de la souveraineté canadienne, la gardienne des libertés constitutionnelles et le reflet de notre histoire. L'exemple de la famille royale qui s'est toujours dévouée pour la communauté incite les citoyens à donner le meilleur d'eux-mêmes à leur pays. Comme chef du Commonwealth, le souverain lie le Canada à 53 autres nations qui coopèrent pour l'avancement social, économique et culturel. Parmi les autres monarchies constitutionnelles du monde, mentionnons le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, l'Espagne, la Thaïlande, le Japon, la Jordanie et le Maroc. Il existe une nette distinction au Canada entre le chef d'État, le souverain, et le chef du gouvernement, le premier ministre, qui dirige réellement le pays. Le souverain est représenté au Canada par le gouverneur général, qui est nommé par le souverain sur recommandation du premier ministre, habituellement pour 5 ans. Dans chacune des 10 provinces, le souverain est représenté par le lieutenant-gouverneur, qui est nommé par le gouverneur général sur recommandation du premier ministre, aussi habituellement pour 5 ans. L'interaction entre les 3 pouvoirs du gouvernement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qui collaborent, mais parfois dans un climat de tension créatrice, aide à protéger les droits et les libertés des Canadiens. Chaque gouvernement provincial et territorial a une assemblée législative élue qui adopte les lois provinciales et territoriales. Selon la province ou le territoire, les membres de cette assemblée sont appelés membres de l'Assemblée législative, membres de l'Assemblée nationale, membres du Parlement provincial ou membres de la Chambre d'Assemblée. Dans chaque province, le premier ministre a un rôle similaire à celui du premier ministre du gouvernement fédéral, tout comme le lieutenant-gouverneur a un rôle similaire à celui du gouverneur général. Dans les 3 territoires, le commissaire représente le gouvernement fédéral et joue un rôle cérémonial. Vignette. Image de David Johnston, le 28e gouverneur général depuis la Confédération. Le système de gouvernement du Canada. Le système de gouvernement du Canada comprend 2 parties, le Parlement et l'appareil judiciaire. Le Parlement se compose de 3 éléments. Le souverain,
qui est représenté au Canada par le gouverneur général, le Sénat, qui est nommé sur recommandation du premier ministre, et la Chambre des communes, qui est élue par les électeurs. Les 3 pouvoirs du gouvernement sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif se compose du premier ministre et du cabinet. Le pouvoir législatif se compose du Parlement. Le pouvoir judiciaire se compose des différents niveaux de tribunaux au Canada. Au niveau supérieur, on y trouve la Cour suprême du Canada, formée de 9 juges nommés par le gouverneur général. Après la Cour suprême du Canada, on trouve la Cour fédérale du Canada et les cours provinciales, qui composent aussi l'appareil judiciaire. Les élections fédérales. Les Canadiens votent aux élections pour les personnes qu'ils veulent comme représentants à la Chambre des communes. À chaque élection, les électeurs peuvent réélire les mêmes membres de la Chambre des communes ou en choisir de nouveaux. Les membres de la Chambre des communes sont aussi appelés membres du Parlement ou députés. D'après une loi adoptée par le Parlement, des élections fédérales doivent avoir lieu le 3e lundi d'octobre tous les 4 ans, après les dernières élections générales. Le premier ministre peut demander au gouverneur général de déclencher une élection plus tôt. Le Canada est divisé en 308 zones électorales, appelées circonscriptions. Une circonscription est une zone géographique représentée par un député. Les citoyens de chaque circonscription élisent un député qui siège à la Chambre des communes. Ce député représente ses électeurs ainsi que tous les Canadiens. Les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus peuvent se présenter à une élection fédérale. Les personnes qui se présentent à une élection sont appelées candidats. Il peut y avoir de nombreux candidats dans une circonscription. Dans chaque circonscription, les gens votent pour le candidat et le parti politique de leur choix. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes devient le député de cette circonscription. Voter. Un des privilèges de la citoyenneté canadienne est le droit de vote. Pour voter lors d'une élection fédérale ou d'un référendum fédéral, il faut être à la fois citoyen canadien, âgé d'au moins 18 ans le jour du vote, inscrit sur la liste électorale. Les listes électorales utilisées pendant les élections et les référendums fédéraux sont produites à partir du Registre national des électeurs par un organisme neutre du Parlement appelé Élections Canada. Il s'agit d'une base de données permanente sur les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus qui ont le droit de voter lors d'une élection ou d'un référendum fédéral. Quand une élection est déclenchée, Élections Canada envoie par la poste une carte d'information de l'électeur à chaque personne dont le nom figure dans le Registre national des électeurs. La carte indique quand et à quel endroit vous devez voter, ainsi que le numéro de téléphone à composer si vous avez besoin d'un interprète ou d'autres services spéciaux. Même si vous choisissez de ne pas faire inscrire votre nom dans le Registre national des électeurs ou ne recevez pas de carte d'information de l'électeur, vous pouvez faire ajouter votre nom à la liste électorale en tout temps, même le jour de l'élection. Pour voter le jour de l'élection ou par anticipation, rendez-vous au bureau de vote indiqué sur votre carte d'information de l'électeur. De plus amples renseignements sur la procédure de vote seront présentés plus loin dans le présent guide. Vignette, image de la Chambre des communes. Vote secret. La loi canadienne prévoit le droit à un vote secret. Cela veut dire que personne ne peut vous regarder voter et que personne ne devrait regarder pour qui vous avez voté. Vous pouvez choisir de discuter de votre vote avec d'autres personnes, mais personne, y compris les membres de votre famille, votre employeur ou votre représentant syndical, n'a le droit d'insister pour que vous lui disiez pour qui vous avez voté. Immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, les membres du personnel électoral comptent les votes et les résultats sont annoncés à la radio et à la télévision, ainsi que dans les journaux. Après une élection. Habituellement, après une élection, le chef du parti politique, qui a le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes, est invité par le gouverneur général à former le gouvernement. Après avoir été nommé par le gouverneur général, le chef de ce parti devient le premier ministre. Si le parti au pouvoir détient au moins la moitié des sièges à la Chambre des communes, on dit qu'il s'agit d'un gouvernement majoritaire. Si le parti au pouvoir détient moins de la moitié des sièges à la Chambre des communes, on dit qu'il forme un gouvernement minoritaire. Le premier ministre et le parti au pouvoir forment le gouvernement aussi longtemps qu'ils ont l'appui ou la confiance de la majorité des députés. Quand la Chambre des communes vote sur un enjeu important comme le budget, on considère qu'il s'agit d'une question de confiance.
Si la majorité des députés de la Chambre des communes votent contre une décision importante du gouvernement, le parti au pouvoir est défait, ce qui amène habituellement le premier ministre à demander au gouverneur général, au nom du souverain, de déclencher une élection. Le premier ministre choisit les ministres de la Couronne, la plupart d'entre eux parmi les députés de la Chambre des communes. Les ministres du cabinet ont la responsabilité de diriger les ministères du gouvernement fédéral. Le premier ministre et les ministres du cabinet forment ce qu'on appelle le cabinet et prennent les décisions importantes sur la façon de diriger le pays. Ils préparent le budget et proposent la plupart des nouvelles lois. Leurs décisions peuvent être remises en question par tous les députés de la Chambre des communes. Les autres partis qui ne sont pas au pouvoir sont appelés les partis d'opposition. Le parti d'opposition qui a le plus grand nombre de députés à la Chambre des communes forme l'opposition officielle ou la loyale opposition de Sa Majesté. Le rôle des partis d'opposition est de s'opposer pacifiquement aux propositions du gouvernement ou d'essayer de les améliorer. Il y a actuellement 3 grands partis politiques représentés à la Chambre des communes, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral. Vignette, image de la Chambre des communes en session. La procédure de vote en période électorale. L'information qui suit contient les détails sur la procédure de vote au Canada. La carte d'information de l'électeur. Les électeurs dont les renseignements se trouvent dans le registre national des électeurs recevront une carte d'information de l'électeur. Cette carte confirme que votre nom est sur la liste électorale et vous indique quand et où voter. Si vous ne recevez pas de carte d'information de l'électeur, téléphonez à votre bureau d'élection local pour vérifier que votre nom est sur la liste électorale. Si vous n'avez pas le numéro du bureau, téléphonez à Élections Canada, à Ottawa, au 1-800-463-6868. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas voter le jour de l'élection, vous pouvez voter par anticipation ou par bulletin de vote spécial aux dates et lieux inscrits sur votre carte d'information de l'électeur. Le jour de l'élection, rendez-vous à votre bureau de vote, dont l'adresse figure sur votre carte d'information de l'électeur. Apportez cette carte ainsi qu'une preuve de votre identité et de votre adresse au bureau de vote. Pour remplir le bulletin de vote, inscrivez un X dans le cercle à côté du nom du candidat de votre choix. Votre vote est secret. On vous invitera à vous rendre derrière l'isoloir pour remplir votre bulletin de vote. Une fois le bulletin rempli, pliez-le et présentez-le au personnel de scrutin. À l'urne, le personnel de scrutin détachera le numéro du bulletin de vote et vous remettra votre bulletin pour que vous le déposiez dans l'urne. Quand les bureaux de vote ferment, chaque bulletin de vote est compté et les résultats sont rendus publics. Vous pouvez voir les résultats à la télévision ou sur le site web d'Élections Canada au www.elections.ca. Les autres ordres de gouvernement au Canada. L'administration municipale ou locale joue un rôle important dans la vie des citoyens. Les administrations municipales ont habituellement un conseil qui adopte des lois, appelées règlements, touchant seulement la communauté locale. Le conseil est habituellement composé d'un maire ou d'un préfet et de conseillers municipaux ou échevins. Les municipalités sont normalement responsables de la planification urbaine ou régionale, des rues et des routes, de l'assainissement, comme la collecte des ordures, du déneigement, de la lutte contre les incendies, des services d'ambulanciers et autres services d'urgence, des installations récréatives, du transport urbain et de certains services sociaux et de santé locaux. La plupart des grands centres urbains ont des services de police municipaux. Les élections provinciales, territoriales et municipales se tiennent par vote secret, mais ne suivent pas les mêmes règles que les élections fédérales. Il est important de vous renseigner sur les règles électorales de votre province ou territoire et de votre municipalité afin de pouvoir exercer votre droit de vote. Les Premières Nations ont des chefs de bande et des conseillers, qui ont de grandes responsabilités dans les réserves des Premières Nations, notamment au sujet du logement, des écoles et d'autres services. Il existe plusieurs organismes autochtones provinciaux, régionaux et nationaux qui représentent les Premières Nations, les Métis et les Inuits dans leurs relations avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. L'information qui suit vous aidera à comprendre les différences entre les différents ordres du gouvernement, à savoir le fédéral, le provincial et le territorial, et le municipal. Au niveau gouvernemental fédéral, les représentants élus s'appellent des députés ou membres du Parlement.
Figurent au nombre des responsabilités de cet ordre de gouvernement la défense nationale, la politique étrangère, la citoyenneté, le maintien de l'ordre, le commerce international, la justice criminelle, les affaires autochtones, l'immigration, l'agriculture, l'environnement. Parmi ces exemples, l'immigration, l'agriculture et l'environnement sont des responsabilités partagées avec les provinces ou les territoires. Selon la province ou le territoire, au niveau gouvernemental, provincial ou territorial, les membres sont appelés députés ou membres de l'Assemblée législative, députés ou membres de l'Assemblée nationale, députés ou membres du Parlement provincial ou députés ou membres de la Chambre d'Assemblée. Les responsabilités de cet ordre de gouvernement comprennent l'éducation, les soins de santé, les ressources naturelles, les autoroutes, le maintien de l'ordre, en Ontario et au Québec, la propriété et les droits civils. Au niveau municipal ou local, les représentants élus se nomment des conseillers municipaux ou des échevins, et le représentant élu principal s'appelle le maire ou le préfet. Les responsabilités de cet ordre de gouvernement comprennent, entre autres, les services sociaux et de santé communautaire, les programmes de recyclage, le transport et les services publics, le déneigement, le maintien de l'ordre, la lutte contre les incendies, les services d'urgence. Vignette, image de l'Assemblée législative provinciale à Charlottetown, dans l'île du Prince-Édouard. Connaissez-vous bien votre gouvernement? Voici quelques questions que vous pouvez utiliser pour évaluer vos connaissances sur votre gouvernement. Au niveau fédéral, qui est le chef d'État du Canada? Quel est le nom du représentant de la Reine du Canada, le gouverneur général? Quel est le nom du chef du gouvernement, le premier ministre? Quel est le nom du parti politique au pouvoir? Quel est le nom du chef de l'opposition? Quel est le nom du parti représentant la loyale opposition de Sa Majesté? Quels sont les noms des autres partis d'opposition et de leurs chefs? Qui est votre député à Ottawa? Comment s'appelle votre circonscription fédérale? Au niveau provincial, quel est le nom du représentant de la Reine dans votre province, le lieutenant-gouverneur? Qui est le chef du gouvernement, le premier ministre? Quel est le nom du parti provincial au pouvoir? Quels sont les noms des partis d'opposition provinciaux et de leurs chefs? Qui est votre député provincial? Au niveau territorial, quel est le nom du commissaire qui représente le gouvernement fédéral dans votre territoire? Quel est le nom du premier ministre? Quel est le nom de votre député territorial? Au niveau municipal, quel est le nom de la municipalité où vous habitez? Quel est le nom du chef de l'administration municipale, maire ou préfet de votre municipalité? Vignette. Image de l'Hôtel de Ville de Québec, bâti en 1895-1896. Le système de justice. Le système de justice du Canada garantit à chacun l'application régulière de la loi. Notre système judiciaire est fondé sur la présomption d'innocence dans les affaires criminelles, ce qui veut dire que chacun est innocent jusqu'à preuve du contraire. Le système juridique du Canada se fonde sur un héritage qui comprend la primauté du droit, la liberté prévue par la loi, les principes démocratiques et l'application régulière de la loi. L'application régulière de la loi est le principe selon lequel le gouvernement doit respecter toutes les garanties juridiques auxquelles a droit une personne en vertu de la loi. Le Canada est régi par un système organisé de lois. Ces lois sont des règles écrites ayant pour but de guider les individus dans notre société. Elles sont rédigées par des représentants élus. Les tribunaux règlent les conflits et la police fait respecter les lois. Au Canada, la loi s'applique à tous, y compris aux juges, aux politiciens et à la police. Nos lois ont pour objectif de maintenir l'ordre dans la société, de fournir un moyen pacifique de régler les conflits et d'exprimer les valeurs et les croyances des Canadiens. Vignette. Image de la balance de la justice au Palais de justice de Vancouver avec un extrait. Les yeux bandés de la statue représentant la justice symbolisent l'impartialité avec laquelle nos lois sont appliquées, aveugles à toutes les considérations, sauf les faits. Image d'un garde-frontière inspectant le coffre d'une voiture à la frontière canado-américaine avec l'aide d'un chien renifleur. Les tribunaux. La Cour suprême du Canada est le plus haut tribunal de notre pays.
La Cour fédérale du Canada s'occupe des questions concernant le gouvernement fédéral. Dans la plupart des provinces, il y a une cour d'appel et une cour de première instance, qu'on appelle parfois cour du banc de la reine ou cour suprême. Il y a aussi des tribunaux provinciaux pour des infractions de moindre importance, comme les tribunaux de la famille, les cours des infractions routières et les tribunaux des petites créances pour les affaires civiles concernant de petites sommes d'argent. La police. Le rôle de la police est de veiller à la sécurité des gens et à l'application de la loi. Vous pouvez demander l'aide de la police dans toutes sortes de situations. S'il y a eu un accident, si quelqu'un vous a volé quelque chose, si vous êtes victime d'une agression, si vous êtes témoin d'un crime ou si quelqu'un que vous connaissez a disparu. Il y a différents genres de police au Canada. Il y a des services de police provinciaux en Ontario et au Québec et des services de police municipaux dans toutes les provinces. La Gendarmerie royale du Canada, ou GRC, applique les lois fédérales dans l'ensemble du Canada et sert de police provinciale dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf l'Ontario et le Québec, ainsi que dans certaines municipalités. N'oubliez pas, la police est toujours là pour vous aider. Vous pouvez aussi poser des questions aux agents de police au sujet de leur service ou de leur conduite si vous avez l'impression que vous devez le faire. Presque tous les services de police au Canada ont un processus grâce auquel vous pouvez faire part de vos préoccupations et demander que des mesures soient prises. Obtenir une aide juridique. Des avocats peuvent vous aider à résoudre des problèmes juridiques et vous représenter en cour. Si vous ne pouvez pas payer les services d'un avocat, la plupart des communautés offrent des services d'aide juridique gratuitement ou à un faible coût. Vignette. Image de banc des jurés. Image d'un agent de police d'Ottawa aidant un jeune garçon. Image d'une prison avec un extrait. Les prisons jouent un rôle essentiel en punissant les criminels et en prévenant le crime. Les symboles canadiens. Le Canada a beaucoup de symboles importants. Des objets, des événements et des personnes qui ont un sens particulier. Ensemble, ils aident à expliquer ce que signifie être Canadien et à façonner notre identité nationale. Des symboles canadiens importants sont discutés tout au long de cette brochure. La couronne du Canada. La couronne est un symbole de l'État au Canada depuis 400 ans. Le Canada est une monarchie constitutionnelle à part entière depuis la Confédération de 1867, pendant le règne de la reine Victoria. La reine Élisabeth II est devenue la reine du Canada en 1952 et a célébré son jubilé d'or en tant que souveraine en 2002. Son jubilé de diamant, ou 60 ans de règne, sera célébré en 2012. La couronne est un symbole du gouvernement, y compris du Parlement, des assemblées législatives, des tribunaux, des services de police et des forces canadiennes. Vignette. Image de la masse de la Chambre des communes à Ottawa. Les drapeaux au Canada. Un nouveau drapeau canadien a été hissé pour la première fois en 1965. Le motif rouge-blanc-rouge s'inspire du drapeau du Collège militaire royal de Kingston, fondé en 1876. Le rouge et le blanc sont les couleurs de la France et de l'Angleterre depuis le Moyen Âge, et les couleurs nationales du Canada depuis 1921. Le drapeau de l'Union Jack est notre drapeau royal officiel. Le Red Ensign canadien a été le drapeau canadien pendant environ 100 ans. Les provinces et les territoires ont aussi des drapeaux qui expriment leurs traditions distinctes. Vignette. Image du drapeau canadien de 1965. Image du Red Ensign canadien avec un extrait. Le Red Ensign canadien a servi de drapeau national pendant 100 ans et il est porté officiellement par les anciens combattants depuis 2005. La feuille d'érable. La feuille d'érable est le symbole du Canada le plus connu. Les feuilles d'érable ont été adoptées comme symbole par les Canadiens français au 18e siècle. Elles figurent sur les uniformes et les insignes militaires canadiens depuis les années 1850 et sont gravées sur les pierres tombales de nos soldats morts au combat et enterrés à l'étranger et au Canada. La fleur de lys. On prétend que la fleur de lys a été adoptée par le roi français en 496. Elle a été le symbole de la royauté française pendant plus de 1000 ans et aura été aussi celui de la colonie de la Nouvelle-France. Elle reprend de l'importance au moment de la Confédération et est incluse dans le Red Ensign canadien. En 1948, le Québec adopte son propre drapeau, conçu à partir de la croix et de la fleur de lys. Les armoiries et la devise. Pour exprimer sa fierté nationale après la Première Guerre mondiale, le Canada a adopté des armoiries officielles et une devise nationale. Amari usque ad mare,
ce qui en latin signifie « d'un océan à l'autre ». Les armoiries contiennent les symboles de l'Angleterre, de la France, de l'Écosse et de l'Irlande, ainsi que des feuilles d'érable rouges. Aujourd'hui, les armoiries sont reproduites sur les billets de banque, les documents gouvernementaux et les édifices publics. Vignette. Image des armoiries du Canada et du Parlement au crépuscule. Image des Snowbirds avec un extrait. Les Snowbirds représentent l'un des emblèmes canadiens. Cette image démontre des 431 de l'équipe de démonstration aérienne. Les édifices du Parlement. Les tours, les voûtes, les sculptures et les vitraux des édifices du Parlement expriment les traditions françaises, anglaises et autochtones, ainsi que l'architecture néo-gothique, populaire à l'époque du règne de la reine Victoria. Les édifices ont été terminés dans les années 1860. L'édifice du centre a été détruit par un incendie accidentel en 1916 et reconstruit en 1922. La bibliothèque est l'unique partie de l'édifice qui a été épargnée par les flammes. La Tour de la Paix a été terminée en 1927 en souvenir de la Première Guerre mondiale. À l'intérieur de la tour, la chapelle du souvenir contient les livres du souvenir, dans lesquels sont écrits les noms des soldats, des marins et des aviateurs qui sont morts au service du Canada, dans des guerres ou dans l'exercice de leurs fonctions. Les assemblées législatives provinciales sont des trésors architecturaux. L'Assemblée nationale du Québec est construite dans le style du Second Empire français, tandis que les assemblées législatives des autres provinces sont d'architecture baroque, romane et néoclassique, et reflètent l'héritage gréco-romain de la civilisation occidentale qui a donné naissance à la démocratie. Les sports populaires. Le hockey, sport de spectacle favori des Canadiens, est considéré comme le sport d'hiver national. Le hockey sur glace a vu le jour au Canada au 19e siècle. Les équipes qui forment la Ligue nationale de hockey se disputent la Coupe Stanley, donnée en 1892 par Lord Stanley, gouverneur général du Canada. La Coupe Clarkson, créée en 2005 par Adrienne Clarkson, la 26e gouverneure générale et la première d'origine asiatique, est décernée aux équipes de hockey féminin. Beaucoup de jeunes Canadiens jouent au hockey dans une ligue, à l'école ou dans des rues peu passantes, hockey de ruelle ou de rue, et assistent à des parties de hockey sur glace avec leurs parents. Les enfants canadiens collectionnent les cartes de hockey depuis de nombreuses générations. Le jeu de football canadien est le deuxième sport le plus populaire. Le curling, jeu sur glace introduit par les pionniers écossais, est également populaire. Le jeu de la crosse, sport ancien joué à l'origine par les Autochtones, est le sport officiel de l'été. Le soccer, quant à lui, compte plus de joueurs inscrits que toute autre activité sportive au Canada. Vignette. Image des Canadiens de Montréal, champions de la Coupe Stanley en 1978. Le castor. Le castor a été choisi comme symbole de la Compagnie de la baie du Tson il y a plusieurs siècles. Il devient en 1834 l'emblème de la Société Saint-Jean-Baptiste, association patriotique canadienne-française, et son image est utilisée par d'autres groupes. On voit ce rongeur infatigable sur les pièces de monnaie de 5 cents, ainsi que sur les armoiries de la Saskatchewan et de l'Alberta, et sur celles de certaines villes comme Montréal et Toronto. Vignette, image d'un castor. Les langues officielles du Canada. Le français et l'anglais sont les deux langues officielles et constituent d'importants symboles d'identité. Les francophones et les anglophones vivent ensemble dans un climat de partenariat et de tension créatrice depuis plus de 300 ans. Vous devez posséder une connaissance suffisante du français ou de l'anglais pour obtenir la citoyenneté canadienne. Cette exigence ne s'applique pas aux candidats adultes âgés de 55 ans ou plus. Adoptée par le Parlement en 1969, la loi sur les langues officielles vise les 3 objectifs principaux suivants. Établir l'égalité entre le français et l'anglais au sein du Parlement, du gouvernement du Canada et des institutions assujetties à la loi, maintenir et développer les communautés minoritaires de langue officielle au Canada, promouvoir l'égalité du français et de l'anglais dans la société canadienne. Vignette. Image du carrousel de la Gendarmerie royale du Canada à Ottawa, en Ontario. L'hymne national. Le Haut-Canada a été proclamé hymne national en 1980, un siècle après avoir été chanté pour la première fois dans la ville de Québec en 1880. Les francophones et les anglophones du Canada chantent des versions différentes de l'hymne national. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur, de foi trempée,
protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. O Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. L'hymne royal. L'hymne royal du Canada, intitulé « Dieu protège la reine » ou « le roi », peut être joué ou chanté à toute occasion où les Canadiens veulent honorer le souverain. Dieu protège la reine. Dieu protège la reine de sa main souveraine. Vive la reine, qu'un règne glorieux, long et victorieux rende son peuple heureux. Vive la reine. God save the Queen. God save our gracious Queen. Long live our noble Queen. God save the Queen. Send her victorious, happy, and glorious. Long to reign over us. God save the Queen. L'Ordre du Canada et les autres distinctions honorifiques. Tous les pays ont des façons particulières de reconnaître leurs citoyens exceptionnels. Les récompenses officielles, ou distinctions honorifiques, sont présentées sous la forme d'ordres, de décorations et de médailles. Après avoir utilisé les titres et décorations britanniques pendant de nombreuses années, le Canada a mis en place son propre système de distinctions honorifiques en créant l'Ordre du Canada en 1967, année marquant le centenaire de la Confédération. Si vous connaissez un concitoyen digne d'une reconnaissance spéciale, vous pouvez soumettre sa candidature. De plus amples renseignements sur nombre de ces récompenses et sur la procédure à suivre de mise en candidature sont disponibles au www.gg.ca/document.aspx, signe égal, 70, perluette, LAN, signe égal, FRA. Vignette. Image d'Oscar Peterson avec un extrait. Le pianiste de jazz Oscar Peterson reçoit l'Ordre du Canada de Roland Michener, le 20e gouverneur général en 1973. Nora Michener et un portrait de Vincent Massé, le 18e gouverneur général, sont au centre de la photo. La Croix de Victoria. La Croix de Victoria, la plus haute distinction que peuvent recevoir les Canadiens, sert à reconnaître des actes de bravoure ou des sacrifices remarquables ou le dévouement ultime au devoir face à l'ennemi. La Croix de Victoria a été décernée à 96 Canadiens depuis 1854. 6 d'entre eux sont inclus ici-bas avec leurs images. Alexander Roberts Dunn, né à York, aujourd'hui Toronto, a servi en tant que lieutenant dans l'armée britannique à l'occasion de la charge de la brigade légère à Balaklava en 1854, pendant la guerre de Crimée. Il est le premier Canadien à avoir reçu la Croix de Victoria. Le matelot de 2e classe William Hall, de Horton, en Nouvelle-Écosse, dont les parents étaient des esclaves américains, est le premier Noir à avoir mérité la Croix de Victoria pour son rôle dans le siège de Lucknow durant la rébellion indienne de 1857. Le caporal Philip Conowal, né en Ukraine, a montré un courage exceptionnel pendant la bataille de la Côte 70 en 1917. Il est le premier membre du corps canadien n'étant pas né dans l'Empire britannique à se voir décerner la Croix de Victoria. Le capitaine Billy Bishop, as de l'aviation, est né à Owen Sound, en Ontario. Il a reçu la Croix de Victoria alors qu'il servait dans le Royal Flying Corps pendant la Première Guerre mondiale et a plus tard été nommé maréchal de l'air honoraire de l'Aviation royale du Canada. Le capitaine Paul Triquet, de Cabano au Québec, s'est vu décerner la Croix de Victoria pour avoir mené ses hommes et une poignée de chars d'assaut dans l'attaque de Casa Berardi, en Italie, en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est plus tard devenu brigadier. Le lieutenant Robert Hampton Gray, pilote dans la marine né à Triel, en Colombie-Britannique, a perdu la vie en contribuant à bombarder et à faire sombrer un navire de combat japonais en août 1945, quelques jours avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est le dernier Canadien à ce jour à avoir reçu la Croix de Victoria. Jours fériés nationaux et autres dates importantes. Voici quelques jours fériés nationaux et autres dates importantes au Canada. Le jour de l'an est le 1er janvier. La journée Sir John A. Macdonald est le 11 janvier.
Vendredi saint est le vendredi précédant immédiatement le dimanche de Pâques. Le lundi de Pâques est le lundi suivant immédiatement le dimanche de Pâques. Le jour de Vimy est le 9 avril. La fête de Victoria est le lundi précédant le 25 mai et il s'agit de l'anniversaire de la souveraine. La fête nationale est un jour férié célébré au Québec le 24 juin, soit la fête de la Saint-Jean-Baptiste. La fête du Canada est le 1er juillet. La fête du travail est le premier lundi de septembre. L'Action de grâce est le deuxième lundi d'octobre. Le jour du souvenir est le 11 novembre. La journée Sir Wilfrid Laurier est le 20 novembre.